Sur radioinfocité.com, c'est le moment du journal du soir. Voici votre animateur, François Saint-Louis. Bien, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du Journal du Soir en ce 25 avril 2017. Eh bien, ce soir, évidemment, on ne peut pas passer à côté de ce qui arrive à la suite des révélations de la LCN, QMI, etc., Félix Séguin. Et il nous apprend des choses, Félix Séguin, mais sachez une chose, mesdames et messieurs, Steve Fortin en parle depuis 1 an et demi, 2 ans. 2 ans, et je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il parle de ça, parce que des enquêtes de l'UPAC, etc., ça n'aboutit pas. Et il est avec nous, notre cher Steve Fortin. Salut Steve, comment ça va ce soir? Ben, ça va très bien, merci beaucoup. Écoute, ça fait longtemps que tu en parles, qu'à un moment donné, ça va sortir. Ben oui, c'est certain, parce que depuis le début, s'il y a une constance dans tout ça, c'est que il y a toujours eu un décalage beaucoup trop grand entre l'information, ce qui était coulé, mais en même temps aussi ce que M. Lafrenière avait révélé lui-même. Parce que pour faire quand même juste un petit... placer ça un peu en contexte, là, n'oublions pas une chose. En 2014, il y a eu des élections. Pendant le court règne du Parti québécois, l'UPAC avait été très, très active dans les perquisitions et tout ça. Puis, lors de sa première comparution devant les députés de cette législature-là, c'est-à-dire la législature actuelle, c'était en novembre 2014, la première fois que M. Lafrenière a comparu devant les députés, il avait promis que dès le 2015, il y aurait un aboutissement, qu'il y aurait des débouchés, qu'il y aurait comme une espèce de... qu'on aboutirait à quelque chose dans certaines des enquêtes politiques. Et puis, ce qui s'est passé par la suite, c'est que c'est M. Lafrenière lui-même qui avait fait monter les attentes et il ne s'est rien passé. Et on voyait là de plus en plus que ces enquêtes-là, ça semblait mourir complètement quelque part dans la machine. Est-ce que c'était au DPCP? Est-ce que ça mourait directement à l'UPAC et que à un moment donné, on décidait de même pas envoyer les dossiers au DPCP? Je vais revenir là-dessus tantôt. Mais en tout cas, il y avait du sable dans l'engrenage, puis on le savait. Et pour ceux qui me lisent et qui nous suivent ici à Radio Infocité, on sait très bien, j'ai publié ça aussi sur mon blog The Huffington Post il n'y a pas longtemps. On se souvient que le mois dernier, il y a eu un coulage, si on veut, d'informations. Ben, c'est suite à un procès en cours présentement, mais c'est un affidavit d'un lieutenant, le lieutenant Patrick Duclos de la Sûreté du Québec. Puis dans un autre procès, on a libéré des documents, puis notamment un affidavit de ce lieutenant-là qui parlait justement, on avait appelé ça l'histoire là, de l'immunité diplomatique de quelques personnes au Parti libéral. Puis on avait qu'à lire, moi je l'ai eu, là, on me l'avait coulé, on me l'avait envoyé l'affidavit. Quand on lisait les notes de ce lieutenant-là, il faisait part dans ses notes de graves tensions entre les procureurs et les enquêteurs. Mais ça, on le savait déjà, mais là, tout à coup, c'était dans l'œil du public. Et c'est ça qui se passe. Mais on va parler de tout ça avec notre invité, Ken Pereira, qui est avec nous. Donc, on l'annonçait tantôt, et je crois qu'il est déjà sur la ligne. Vous êtes là, M. Pereira? Oui, je suis là. Bonjour. OK. Bonsoir. Salut. Merci beaucoup d'être là. On est très content de pouvoir vous parler. Puis, on va justement parler de tous ces dossiers-là avec Ken Pereira. De ce qu'on a entendu. Et pour ceux, donc, présenter un peu notre invité, bien entendu, Ken Pereira, syndicaliste, il a aussi comparu à la commission Charbonneau. Et tout particulièrement, on doit saluer, si on veut, la contribution dans le débat public de Ken Pereira en tant que lanceur d'alerte. Puis si vous le voulez bien, M. Pereira, ça va être le sens un peu de ma première question pour vous, parce que j'ai pas été surpris. Dès que ça a sorti hier, j'ai dit l'UPAC va se mettre tout de suite en mode on chasse la source.
Et vous, en tant que je vais faire appel à vous en tant que lanceur d'alerte et avec tout ce que ça comporte. Donc, je vais vous demander, avez-vous été surpris de voir que tout de suite, on se lance à la chasse de la source à l'UPAC? On a annoncé ça tantôt dans un communiqué. Absolument pas. Je veux dire, c'est partout le même. C'est le même modèle, c'est le même méthode. Que tu es aux États-Unis, que tu découvres Ed Snowden, c'était pas savoir qu'est-ce qui se passe avec l'NSA, c'est on va pogner Ed Snowden. Julian Assange, c'est pas dire on va vérifier ses papiers à WikiLeaks. Non, qu'est-ce qu'on va faire, c'est on va essayer de le prendre puis l'inculper. Je veux dire, vous vous souvenez de Bradley Manning, la madame, l'homme, l'ancien gars qui est devenu et qui avait découvert qu'il y avait des soldats américains qui avaient bombardé du monde, ils l'ont mis en prison. Je veux dire, la source du journalisme est le sonneur d'alerte. Et quand le sonneur d'alerte, on n'a plus de sonneur d'alerte, on n'a plus de source. On n'a plus de source, on n'a plus d'histoire. Ah, absolument. Et c'est même quand même un peu c'est non seulement comme vous le dites, on voit que ça c'est comme un modus operandi, on sait que ça va arriver. Dans le cas du gouvernement Couillard, c'est même un peu je trouve que c'est même un peu pire dans un sens où on avait promis par l'édiction d'une loi qu'on était pour protéger les sonneurs d'alerte, les sonneurs d'alarme, mais manifestement c'est pas le cas et c'est certainement pas le cas en tout cas à l'UPAC parce que on voit bien là que chaque fois c'est la même chose. Quand il y avait eu l'histoire du journaliste Louis Lacroix qui avait parlé à un certain Pierre, puis il avait coulé encore là de l'information, le même cirque, la même chose, Robert Lafrenière avait tout de suite lancé une enquête interne parce que je veux que les gens nous comprennent bien, puis là on va en venir un peu au dossier là à proprement dit de Charest et Bibeau, mais on l'a vu tantôt, là le Journal de Montréal a publié un deuxième texte en fin de journée dans lequel il dit on pensait que des arrestations, selon l'horaire qui avait été établi dans le projet Mâchuré, on pensait que des arrestations auraient lieu fin 2016, mais ça n'a pas été le cas. Et là, les journalistes du Journal de Montréal avancent encore un petit peu plus avec toute l'information qu'ils ont. Et M. Lafrenière répond en disant on va faire une enquête interne, mais il peut pas aller trop loin parce qu'il sait pas l'étendue de ce qui a été coulé aux journalistes. Fait qu'il faut toujours qu'il fasse attention, mais une chose est sûre, c'est que Lafrenière veut savoir absolument d'où vient la source, mais surtout qu'est-ce qui a été coulé exactement. Parce que moi, j'ai regardé les documents qui ont été coulés là dans le script, là, si on veut, dans ce qui a été coulé dans le Journal de Montréal, mais les documents eux-mêmes, manifestement, les journalistes ont accès à quelque chose de gros, puis on ne connaît pas l'étendue de ce qu'ils ont entre les mains. Est-ce que vous avez été surpris, vous, de ce qui a été coulé, M. Pereira, concernant M. Charest et M. Bibeau? Pas en tout. Moi, je pense que je peux élaborer un peu une petite thèse, parce que de plus en plus, les sonneurs d'alerte viennent du monde qui sont frustrés. C'est toujours la même affaire. C'est quelqu'un qui dit qu'il veut avancer un système. C'est peut-être un policier que ça fait une couple d'années qui est sur un dossier, qui pense qu'il a assez de preuves, et ça arrête à un certain plancher. C'est-à-dire, à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas d'autre chance ou d'autre solution de dire, je vais le couler. Ou il y a l'autre thèse, c'est qu'on divulgue certains papiers, on divulgue certaines informations pour essayer de faire arrêter le processus. Contaminer la preuve pour faire dérailler le procès. Exactement. Écoutez, des fois, là, je ne veux pas aller dans les théories du complot, là, mais on le regarde très bien. Là, ça fait 4 ans. On peut, tu sais, je veux dire, moi, depuis la commission Charbonneau, on peut dire que sous la loupe, on avait le dossier de M. Charest qui était là, tu sais, de Franco Fava. Vous vous souvenez de ça? Tu sais, je veux dire, oui, absolument. Je veux dire, Catania, Paulo Catania, je pense qu'il avait dit qu'il avait donné au-dessus d'1 million de dollars. On avait entendu que M. Charest se promenait dans tous les bureaux d'ingénierie pour aller collecter de l'argent. On a les ministres qui nous avaient dit, qui sont Nathalie Normando, Sam Amat, Tony Tomassi, Raymond Bachand, Norman Macmillan, Julie Boulet, qui était tout un objectif financier de 150 000 $ pour collection. C'est-à-dire, il y a anguille sous roche ici, là, il y a quelque chose, là. Et le plus pire, c'est que
la police, elle doit l'avoir, l'information, parce que moi, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai passé 2 ans de martyr, OK? Puis quand je suis venu à la commission, avant la commission qui a été formée, avant UPAC qui a été formée, il y avait Marteau. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui, absolument. Bon, puis là, eux autres, là, ils ont commencé à se coller sur moi en me disant, écoute, Ken, tout ce que tu dis, on sait que c'est vrai. Ça arrête de le dire. Et moi, ça m'a frustré beaucoup. Parce que j'ai dit, vous savez qu'est-ce que je dis, c'est vrai, mais personne ne fait rien. Et là, il dit, inquiète-toi pas, tout ce que tu dis dans les médias, tout ce que tu as déjà dit dans les médias, nous autres, on l'a collaboré. Après, on a su à la commission, à travers diligence, une opération, que la FTQ avait été enregistrée, il y avait le crime organisé, on a vu des photos, mais on a quand même eu besoin d'un subpoena pour avoir accès à ces enregistrements-là et à ces photos-là. Ça, c'est en corps de police. Oui. C'est-à-dire, si on fait la même relation, vous vous souvenez d'un cas qui s'appelait Eddie Brandoni. C'était le secrétaire financier de la FTQ Construction, puis il a été suivi par la SQ avec diligence. Et quand ils sont arrivés, je pense, à un quart de rue de rencontrer M. Charest, la police a arrêté immédiatement de les suivre. Oui, tout à fait. Là, je rappelle à nos auditeurs que le cas d'Eddie Brandoni, on parle ici donc de cette personne-là importante à la FTQ. Ça avait été révélé dans le cadre de l'émission Enquête que il y avait eu un arrêt de filature et que Eddie Brandoni avait été capable, comme personne d'autre, il n'y a pas un citoyen normal qui est capable d'avoir accès au premier ministre quand celui-ci est en réunion ou qui est en rencontre protocolaire ou même en rencontre, peu importe. Et dans son cas, ça avait été une affaire d'enfant d'avoir accès au premier ministre. J'aimerais aussi dire, M. Pereira... Juste pour vous couper. Oui, allez-y. Excusez, mais juste pour vous dire, c'est OK, lui qui a accès au premier ministre, ça, peut-être c'est un ami, peut-être c'est une connaissance, peut-être c'est un membre influent. Pour moi, ça m'achale pas plus que la police, parce qu'on parle de la police aujourd'hui, c'est la police qui a dit, écoute, on arrête de l'enregistrer, on arrête de le poursuivre. Ça, c'est beaucoup plus dommageable dans mes yeux que quelqu'un qui va cogner à une porte puis essayer de rentrer. Oui, mais l'ordre d'arrêter la filature devait venir de quelque part. Peut-être que la police a agi d'elle-même, mais on l'a vu dans l'affidavit de... La police, après, a envoyé aux médias l'enregistrement parce qu'il savait que c'est une autre forme de coulage qu'il ne voulait pas démontrer qu'il y avait un lien très, très proche entre le premier ministre et certains membres influents de l'organisation de la FTQ ou d'autres. Oui, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voyait aussi dans l'affidavit de Patrick Duclos, justement dans le projet de diligence. On voyait que le lieutenant Duclos de la SQ rapportait là dans ses notes sous serment que il y avait effectivement un cartable qui avait été monté et que il y avait des directives à la Sûreté du Québec, selon lui. C'est ce qu'il rapportait, que si jamais on s'approchait trop de certaines personnes d'importance, et là ici on parlait notamment de personnes politiques influentes, et il a élaboré un petit peu plus loin à la page 14 de son affidavit, celui que j'avais en tout cas, où il disait, on avait peur que c'était à ce moment-là qui dirigeait la FTQ, c'était Jean Lavallée. Non, c'était pas, on parlait pas de ou Michel Arsenault. Arsenault. On disait qu'on avait peur que M. Arsenault piège Jean Charest, ou en tout cas qu'il soit éclaboussé par l'écoute électronique de Jean Charest. Et ça, c'était noir sur blanc, c'est écrit dans les notes de cours et dans les notes du lieutenant Patrick Duclos. Je veux dire, on était là. Mais quand vous dites Ken Pereira que les policiers vous disaient, ben on le sait, ce que tu dis, c'est vrai. Ça me fait penser à l'entrevue que le président de l'ancien président du Parti libéral donnait aujourd'hui, suite justement à ce qui s'est passé dans les derniers jours à l'émission Midi Info, à Michel Sauger. Puis Robert Benoît disait, quand moi j'ai rencontré les enquêteurs de l'UPAC et que je leur ai dit ce que je savais sur Marc Bibeau, il a dit, j'ai peur que ma parole contre la sienne, ben ma parole pèse pas grand-chose. Et les 2 enquêteurs de l'UPAC qu'il avait rencontrés lui avaient dit des affidavits sous serment comme celui que vous êtes en train de nous donner, on en tient des centaines contre Marc Bibeau. Et ça, il disait ça aujourd'hui, l'ancien président du Parti libéral du Québec, sur les
ondes de Radio-Canada. C'est quand même hallucinant. Donc, quand vous dites qu'il y a de la preuve, je veux dire, contre Marc Bibeau, en tout cas, il doit en avoir beaucoup. Écoutez, le gros problème, c'est que la population est comme en otage, parce qu'on veut croire dans notre sécurité, on veut croire dans notre police, puis on dit à haute voix, c'est pas une police politique. Puis après, tranquillement, tu vois que M. Lafrenière, qui est, on peut dire, directeur de l'UPAC, son genre, c'est le nouveau de la SQ, c'est Martin Prudhomme. Tu sais, je veux dire, et lui, Martin Prudhomme, c'était le sous-ministre de la Sécurité publique avant, en dessous des... Vous comprenez? Et c'était proche à qui? À Jacques Dupuis. Je veux dire, il y a un lien très proche avec M. Charest aussi. C'est-à-dire, tu sais, je veux dire, faut se questionner, il faut se regarder, puis dire, ils n'ont rien fait pour la SIC, et je pense qu'il y avait matière à attaquer solide. MTQ, on ne l'a même pas approché. Je veux dire, des fois, il faut se demander qu'est-ce qu'on fait, et nous autres, la population, on l'avouait, on sait qu'est-ce qu'on... Et je pense de plus en plus, le monde est informé. Ah ben absolument. Quand vous parlez de la SIC, pour le bien de nos auditeurs, donc on parle aussi de la Société immobilière du Québec, notamment le Parti libéral et Jean Charest qui avait été éclaboussé. William Bartlett, Marc-André Fortier, Georges Gantchef, tu sais, Franco Fava aussi, là. Tu sais, c'est tout du monde, pas des lobbyistes, mais c'est du monde très, très proche des libéraux. Et, tu sais, je veux dire, très, 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 très proche. Et, et quand on parle du MTQ, tu sais, je veux dire, Bruno Lortie, Jean-Marc Yvan Côté, je veux dire, Christian Côté, Violette Trépanier, Marcel Leblanc, tu sais, Dany Savoie, je veux dire, tu sais, Madame Forgette, vous vous souvenez, elle sait qu'est-ce qu'elle dit? C'est une gang de pas bons. Ça, c'est quelqu'un dans... Monique Jérôme Forget, ben oui. Elle est dans la boîte. Elle est partie de la libéraux, puis elle dit, ceux qui sont nommés là, c'est une gang de pas bons. Ah non, c'est incroyable. C'est toutes des petites affaires qui font en sorte que la population, que tu es pour ou contre, tu commences à dire, tu peux plus les défendre. Là. Tu dis, ça n'a plus d'allure. J'ai plus de crédibilité à défendre ça. Et on voit pas, et on voit pas d'offensive policière qui peut nous donner une certaine espérance de dire, ben au moins le système n'est pas corrompu, on a une chance de s'en sortir. Tu sais, je veux dire, c'est dommage parce que ça va toucher pour longtemps le Québec. Tu sais, puis on était tout offensés quand McLean avait sorti la province la plus corrompue. Mais je pense, je veux dire, la police a un devoir, et un devoir sincère de commencer à nettoyer la cabane. Au moins, il y a eu quand vous parlez du McLean's, puis c'est un des devoirs que je me fais ici dans le cadre de mon implication à Radio Infocité. Je parle souvent de ce qui se passe dans le Canada anglais, compte tenu que j'ai beaucoup travaillé dans le Canada anglais. Et au moins, je me souviens d'un article de Les Sparrow qui avait écrit que dans tout ça, on oubliait souvent de mentionner dans le Canada anglais que most of the corruption was tend to be from federalists. Puis il disait, la plupart du temps, c'est on a beau vouloir accuser, mais en ce moment, ce qu'on voyait, je veux dire, en gros, quand c'était la commission Charbonneau, c'était pas mal une histoire de famille, puis ça 90%, 95%, c'était pas des caquistes, c'était pas de la DQ, c'était pas du PQ, c'était souvent des libéraux qui étaient là, tu sais. Il y a une autre affaire que je veux vous dire quand même. On peut s'auto-analyser le Québec, puis aujourd'hui, tu sais, on fait... on s'envoie les informations, puis on espère que la population le sait, mais on peut autocritiquer le Québec, mais au moins nous autres, on a des commissions. On ferme pas nos yeux en pensant qu'il n'y a pas de corruption en Ontario ou en Alberta ou au reste du Canada. Là. Parce qu'il y en a, puis il y en a en masse. Là. Sauf que cette corruption-là, puis la commission Charbonneau, finalement, je veux dire, ça aura pris une lettre d'une page et demie d'un des deux commissaires pour finalement que tout le monde se dédouane, puis la dissidence de Renaud Lachance, totalement inexplicable à la fin. Quand j'explique à des amis du Canada anglais qu'un des deux commissaires était vérificateur général du Québec pendant le temps où les faits étaient allégués, on me disait, mais on n'aurait pas pu trouver quelqu'un d'autre. Il arrive à la fin, puis dans une page et demie, il défait complètement 4 ans de travail. Incroyable, absolument. C'est puis au bout, c'était comme un genre de petite carte au Monopoly, là, tu sais, là, je veux dire, passe égaux, ils sont pleins à avoir utilisé ça après, puis dire, voyez-vous, on n'a pas été blâmé par la commission, c'était absolument atroce. J'aimerais qu'on parle, Karen Pereira, du timing. Tu sais,
ça arrive quand même quelques jours, et pour les gens qui nous écoutent, je peux vous dire que dans moins de 2 semaines, le 4 mai, ça fait longtemps que les partis d'opposition veulent entendre les gens de l'UPAC. On a entendu plein d'histoires, on a entendu aussi les révélations dernièrement de Lino Zambito qui s'appuyait aussi, qui ont été corroborées par quand il parlait de BCIA puis du transport d'argent. Coretti, tout ça. Donc là, le 4 mai, le commissaire de l'UPAC est obligé, dans le cadre de l'étude des crédits en sécurité publique, il va être devant les parlementaires, on va pouvoir le questionner. Cependant, je veux que les gens qui nous écoutent comprennent bien que c'est pas une session qui va être illimitée. Il y a un temps de parole quand même qui est restreint. Je ne pense pas qu'on va être capable d'aborder tous les sujets qu'on veut avec. Il va y avoir justement Monsieur Lafrenière qui va être là et son gendre, Monsieur Prudhomme, donc le boss de la SQ et le boss de l'UPAC seront là. Cependant, il y a eu des changements dans la procédure et c'est quand on adresse des questions à ces gens-là, ça passe avant tout par le ministre. Donc, il y a comme une certaine forme aussi de bouclier là qui existe là-dedans. On verra comment ça va se passer. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pensez du timing, que ça soit juste avant que ça se produise? Écoutez, il n'y a jamais de coïncidence, je pense, de plus en plus. Moi, je pense que c'est bon et je pense que les citoyens devraient y aller. On devrait mettre notre voix là, puis l'écouter, puis peut-être juste une présence, parce que je pense qu'on va être surpris de qu'est-ce qu'on va entendre. Je pense pas qu'on va être déçus. Ben, il y a des questions. En tout cas, aujourd'hui là, j'écoutais toute l'opposition là. J'ai entendu des affaires là-dedans qui étaient vraiment intéressantes, pertinentes. On a parlé de la SIC, on a parlé des baux justement là, les bails qui avaient été signés avec Ganchev et tout ça. Ben la CAQ est sortie avec ça, Bonardel et tout ça. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Nathalie Roy, la commission parlementaire qu'on veut avoir avec Charest puis Bibeau, donc le PQ qui est arrivé, Québec solidaire qui est revenu et Amir Kadir qui disait, ben moi, depuis 2010, que je tape sur le clou de l'implication de Marc Bibeau, et c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, Amir Kadir avait été un des premiers à impliquer. Donc, on a toute l'opposition complète. Puis là, j'ai l'impression que pour une fois, il va y avoir peut-être un petit peu plus de traction. Et on l'a senti tantôt, 7h moins quart, premier point de presse là-dessus de Philippe Couillard, puis il dit, ben moi, je me dissocie complètement de l'ère Charest. Ben excuse, bonhomme, le 15 avril 2016, devant les députés, il défendait l'héritage de son gouvernement dans lequel il avait fait partie à l'époque avec Jean Charest. Donc là, il commence à sentir la soupe chaude. On verra quelles questions vont être posées, mais je suis certain qu'on va revenir sur des dossiers comme ceux-là, notamment l'indépendance de l'UPAC, parce que ce que Lino Zambito disait aussi, c'était bel et bien que selon lui, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, vous, M. Pereira, mais selon lui, il y avait des liens directs entre, les hauts placés de l'UPAC, Lafrenière, et puis le cabinet du premier ministre. Écoutez, moi, je crois dans la politique. C'est une hypocrisie en disant qu'ils n'ont pas une ligne directe. Moi, quand j'étais à la FTQ, je parle pas de l'UPAC, je parle pas de la SQ, il y avait une ligne directe avec le premier ministre. C'est les hauts dirigeants du Fonds de solidarité, les hauts dirigeants de la FTQ avaient une ligne directe. C'est-à-dire, si eux autres avaient une ligne directe, vous allez me dire que la police n'a pas une ligne directe? Je veux dire, moi, j'y crois sincèrement. Puis, n'oubliez pas, il y a tellement d'autres scandales. Tu sais, les avantages qu'on a vus avec le PPP, l'exploitation du CHUM, du CUSUM, les compteurs d'Hydro-Québec, le MTQ, ils n'en parlent jamais. On a frôlé cette information-là. Et les libéraux, d'une certaine forme, ont passé à côté et ils sont même pas été. Je pense, la pression, ça me fait penser un peu à les débuts de la commission où personne pensait que la commission allait arriver. Mais la pression était constante, tu sais, c'est comme un petit train qui s'est va loin, là, tu sais. Et là, je pense que c'est assez, là. Je pense qu'on faut, et la population, faut qu'elle embarque en arrière, faut que l'opposition pose des questions. Et les libéraux eux-mêmes, là, s'ils sont vraiment là pour la population, certains députés, faut qu'ils commencent à se questionner. Ah, tout à fait. Moi, je trouve ça incompréhensible qu'il y ait, on ne sait pas derrière les portes closes. Le Parti libéral, c'est le champion pour... Pardon? Oui, vous avez raison. Je veux dire, peut-être à porte close, il y a un petit débat, mais à ce moment, la population, elle voit pas ça. Elle voit un groupe uni, puis uni pour défendre peut-être quelque chose qui semble sentir pas très bon.
Oui. Mais et là, je vais vous amener sur quelque chose d'autre. Je vous remercie beaucoup de vos lumières par rapport à ça. Le temps file, puis c'est important pour moi de parler de quelque chose dans lequel vous êtes embarqué avec Lino Zambito, avec aussi la Ligue d'Action Civique. Vous allez être dans notre coin, parce que moi je suis pas de Montréal, là, vous allez être dans notre région le 24 mai. Je voyais ça, je trouvais ça intéressant. Donc j'aimerais dire à nos auditeurs, surveillez ça, surveillez, soyez à l'affût de l'information. Présentement, Lino Zambito puis Ken Pereira sillonnent les routes du Québec, puis ils se présentent un peu partout et ils vont parler justement de l'engagement citoyen puis de bonne gouvernance. Et moi, je vais vous féliciter de faire ça, vous et Lino Zambito, de prendre comme ça le bâton de pèlerin puis de dire, ben, pour protéger nos institutions démocratiques et notamment, elles sont malmenées, là, ce travail-là que vous faites, il est utile et en tout cas, on va se voir parce que moi, c'est clair que dans mon coin, je vais assister à ça et c'est très, très important. Puis, c'est ça, est-ce que ça se passe bien, les rencontres jusqu'à maintenant? Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, je le suis. Écoutez, tu sais, je veux dire, c'est bon à chialer. Tu sais, c'est bon chialer sur Twitter, c'est bon chialer partout, mais à un moment donné, c'est bon s'imposer et commencer à penser à notre futur. Si on pense vraiment à notre futur. Moi, je vais vous donner un exemple où tu te viens un peu frustré. La manifestation de Bombardier faisait une superbe journée. J'étais là. 300 personnes. Mm-hmm. On va avoir 5000 personnes dans la rue qui vont dormir la nuit pour avoir le nouveau iPhone. Mais personne n'est capable de se mettre dehors pour et on voit 300 personnes pour manifester à qu'est-ce qui s'est passé avec les bonus qu'il y a eu à Bombardier. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que j'ai décidé, puis Lino, puis la Ligue, c'est, écoutez, on parle pas de politique, on essaie pas de pousser un parti plus qu'un autre, puis ça, c'est certainement sûr que je vais pas faire ça, mais je vais dire, présentez-vous, je vais essayer de les donner des trucs, Lino, la même chose, pour essayer d'être plus informé, d'aller partout. Si c'est municipal votre affaire, faites-les. Engagez-vous. Et si vous êtes un citoyen engagé, vous peut-être votre présence va faire une différence. C'est-à-dire, si une présence peut faire une différence, 1000 vont en faire certainement, et 10 000 vont en faire encore plus. Et c'est ça qu'il faut faire si on veut avoir un meilleur Québec. Oui, mais en même temps, je veux dire, aujourd'hui, je voyais, par exemple, Lino Zambito sur son Twitter qui disait faut se débarrasser des libéraux et tout ça, mais si on arrête ça là, puis qu'il n'y a pas comme une espèce de convergence vers une solution potentielle, peu importe comment que ça pourrait se produire, si on disait aux gens n'importe qui dans votre comté, sauf les libéraux, tu sais, ça pourrait, il y a plusieurs façons je comprends là, que c'est une ligne glissante quand on décide... Lino, comme je vous dis, moi, Lino va parler de sa manière. Oui. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'on a beau dire qu'on ne veut pas s'impliquer politiquement, mais tu sais, à un moment donné, il faudra... On est les deux de la même vision d'une certaine façon, mais on l'exprime différemment. Moi, qu'est-ce que je veux juste faire, c'est que je veux expliquer au monde, écoutez, j'étais à la FTQ, j'étais tout seul de mon bord. Quand j'ai commencé à faire mes dénonces, tout le monde me dit, tu vas jamais t'accoter, tu vas jamais être capable de t'accoter avec le Fonds de solidarité qui vaut 10 milliards. Tu vas jamais être capable de t'accoter avec un homme comme Jocelyn Dupuis, qui ça fait 11 ans ici. C'est un temple. C'est Jean Lavallée et tout ça. Et une personne, tranquillement, sûrement, un peu fou, mais peut-être dédié, avec un peu de courage, des convictions, une colonne, a fait en sorte qu'il a fait un petit changement. Je vous dis pas que ça a fait un changement énorme, mais j'ai allumé une lumière dans une salle qui était fermée. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, on les voit, les coquerelles. C'est-à-dire, si on est capable d'exposer ça ailleurs, je veux dire, chaque citoyen a une force énorme. C'est juste, souvent, les médias, souvent, le monde, font comme croire, c'est me against the world. Je vous dis, c'est David et Goliath, et c'est pas vrai. La population a un vote, et la population a une influence énorme. Mais faut qu'elle sorte, puis il faut qu'elle se tienne debout. Ah oui, absolument. Mais et dites-moi, vous n'êtes pas obligé de répondre à ça, mais j'imagine que c'est arrivé. On a certainement dû vous courtiser politiquement. Écoutez, je vais vous dire, la première fois que je m'ai fait courtiser, c'est avec la CAQ. Monsieur Duchesneau avait parti, il voulait me laisser Saint-Jérôme. Ça, c'était tout de suite ça. Les conservateurs m'ont courtisé parce que quand j'étais allé au Sénat pour parler
c'est assez comique parce que j'ai parlé du 377 pour les auditeurs. Le 377, c'est la seule syndicaliste au Québec, au Canada même, qui voulait que les dépenses soient publiques des syndicats, c'est moi. Et j'ai été opposé par le NDP, par les libéraux et la Ligue nationale de hockey. Wow! C'est assez incroyable. Mais oui, je m'ai fait critiquer, mais c'est pas mon but. Mon but, c'est comme citoyen, c'est essayer d'avancer et sans me commettre à un parti. Moi, la ligne de parti, pour moi, est un peu dure parce que je crois que chaque parti a des bons et des bonnes suggestions, puis ont des bonnes idées. Et moi, en arrière un parti particulièrement, je pense que je serais trop attaché au conforme. Puis la ligne de parti, des fois, tu sais, moi, je dis ça souvent, mais comment est-ce qu'un libéral de Westmount peut avoir les mêmes convictions d'un libéral du Lac-Saint-Jean? Ah, oui, c'est ça. Mais autrement dit, vous êtes un électron libre, et puis la ligne de parti pour vous, ben très peu pour vous. C'est le citoyen de ma région. Moi, disons, là, je vous donne un exemple. J'habite à Ville d'Anjou. Je défends mes co-citoyens de Ville d'Anjou, mais si, disons, ça serait bon pour mes co-citoyens, mais pas bon pour mon parti, je choisis mes co-citoyens et non le parti. Oui. C'est là où c'est pour ça que je me vois pas dans un parti, parce que peut-être qu'il y aurait trop, je connaîrais trop souvent à la porte du... Écoutez, le temps file. Je veux vous remercier d'avoir pris le temps d'être avec nous. Puis, je peux vous dire une chose, Ken Pereira, puis je disais la même chose à Lino Zambito, mais je veux vous le dire à vous, quand, justement, de façon non partisane, à un moment donné, quand vous allez peut-être lancer, je sais pas, moi, une ligne à l'eau, puis dire aux gens, venez avec nous, on a le goût de se lever pour l'indépendance de notre système de justice, pour des institutions démocratiques plus saines, pour la vérité sur ces questions-là, il va y avoir pas mal plus de monde que vous pensez qui vont vous suivre. En tout cas, moi, je serai de ceux-là. Parce que le combat que vous menez est celui que vous menez aussi, notamment par vos rencontres avec Lino Zambito, mais vous, en général, comme lanceur d'alerte, et ce que vous avez accompli, justement, seul contre une grosse machine, on n'a pas idée à quel point ça peut être gros. Et je souligne aussi, quand vous êtes allé avec, justement, là, avec, il y avait vous, M. Zambito, puis Mme, avec Benoît Dutrisac. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, je lève mon chapeau à des gens comme ça, à des gens comme vous, parce que on gagne beaucoup, mais on perd énormément quand on devient lanceur d'alerte, et les gens n'ont pas idée à quel point on peut en sortir meurtri, mais au moins avec la conscience tranquille. Écoutez, je vais vous dire, si vous me le permettez. Tout à fait. Un sonneur d'alerte, j'ai été chanceux. D'une certaine forme, je l'ai dit, les médias m'ont aidé beaucoup. Avec tous les défauts que les médias ont, ils m'ont aidé beaucoup. Peut-être à cause du crime organisé qui était en guerre contre eux. Il n'y a pas eu de répercussions envers moi parce que c'était dans le même temps que les résultats étaient en guerre dans Mafia, puis les Hells Angels s'en allaient en prison. J'ai eu comme une petite chance, un perfect storm, on peut dire, de ne pas être impliqué avec certaines personnes. J'ai 3 à 4 individus que j'ai rencontrés qui aujourd'hui sont morts, puis sont fait tirer dans cette guerre-là. 2 qui sont en prison à vie pour meurtre. C'est-à-dire, je crois sincèrement que en exposant mon histoire, je m'ai défendu, je m'ai mis comme un bouclier, tu sais. Et c'est vous, et oubliez pas une affaire, c'est important, parce que tous les sonneurs d'alerte, ils ont une voix, mais vous êtes l'encre. Puis c'est vous autres qui font en sorte, et de plus en plus, les médias alternatifs, comme la vôtre et d'autres, font en sorte qu'ils propagent la vraie histoire, parce qu'il n'y a aucun média qui passe 30 minutes avec une personne ou 25 qui ont toujours trop de contraintes, ils ont de la politique, ils ont de l'histoire, ils ont un avocat. Moi, j'ai passé à peu près à toutes les shows, comme vous le savez, de Tout le monde en parle, enquête, etc., tout ça, et je parlais plus de temps avec les avocats de ces programmes-là qu'avec les questions.
Je vous remercie de nous donner l'antenne, puis je remercie tout le monde qui écoute. Et je pense que ensemble, on peut faire une différence. Ben moi, je vais vous donner une suggestion, M. Pereira, François Saint-Louis au micro. Bonjour, François. Salut, Ken. Steve Fortin nous parlait tantôt qu'au début mai, il y a une comparution là, de Robert Lafrenière et Martin Prudhomme. C'est quelle date, Steve? C'est le 4 mai, ça va se faire après, c'est après les affaires courantes, là, donc ça va être dans l'après-midi du 4 mai. Ouais, moi, si j'étais vous, Ken Pereira, je me rendrais au Parlement et je louerais une petite salle, pas loin, là, en compagnie de Lino Zambito. Je pense que vous êtes Nostradamus. Je sais pas, mais je pense que vous devriez vous rendre à Québec et écouter les questions. Après ça, avoir un genre de conférence de presse pour vous donner peut-être aussi certaines éclairer les gens parce que on a besoin justement que la population a besoin de se faire la confiance en la justice là. Je pense qu'elle a été ébranlée. On voit l'arrêt Jordan, etc. Puis là, on voit ce qui sort. Moi, je pense qu'il y aurait lieu que vous et Zambito, vous puissiez vous rendre là. Et puis, vous pourriez être surpris qu'il va en avoir des journalistes chez vous, tout de suite après. Je vais vous dire, comme je vous ai dit, je pense que vous avez un peu de Nostradamus dans vous, parce que vous êtes très fort. Vous allez être là, M. Pereira? Il y a des très bonnes chances qu'on va être là, puis je pense que aussi... peut-être pas une conférence de presse, mais juste démontrer qu'il y a des citoyens qui sont là, puis en arrière de nous, il y en a d'autres, puis il y en a d'autres, et des voix silencieuses. Mais n'oubliez pas que vous, qu'est-ce que vous nous donnez comme voix est beaucoup plus important que vous pensez, parce que les spin doctors, les mainstream media, ceux qui donnent pas l'accessibilité à des vraies histoires, font en sorte que c'est les fausses histoires qui passent. Ben écoute, on se verra peut-être là. Donc c'est ça qui est ça. Puis oui, il faut être là. Puis moi en tout cas, je lâcherai pas le morceau. Et puis j'ai bien l'impression que vous non plus. Et continue ton travail. Et je peux vous dire Ken Pereira. Je peux vous dire, Ken Pereira, que Steve Fortin, là, il lâche pas le morceau. Il a été dans les premiers à dire qu'à un moment donné, les enquêteurs vont s'écœurer. Parce puis ils ont mis leur tête, ils ont mis leur vie en danger, Steve. C'est ce que tu nous disais? Ben, c'est n'importe tout enquêteur qui est dans un dossier comme ça. C'est pas au fait là, si on veut là des tenants et aboutissants de chacun des dossiers, mais je peux te dire de source sûre que il y a des enquêteurs qui montent des dossiers, ils arrivent au bout de ça, ils mettent leur vie là-dedans. Des fois, ils peuvent mettre jusqu'à leur santé, même leur vie en danger, puis ils arrivent au bout. Puis je veux dire, si ça débloque pas, ça devient totalement décourageant. Là. Ça, c'est certain. Et les gars, je veux juste en finissant, je sais que c'est long, mais une petite affaire. À la commission Charbonneau, OK, je peux vous dire quelque chose, j'ai donné beaucoup d'informations du volet politique et j'ai jamais passé à la commission, puis j'ai parlé une fois du volet politique. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de démarches du volet l'autre bord. On voulait une vision de ma part, puis on voulait la vision syndicale. Mais le volet politique, mes rencontres avec, tu sais, de David Whistle à Sam Ahmad au cabinet de Lee Stereo, jamais a été parlé. C'est important que le monde sache que des fois, l'information arrête quelque part. J'en prends bonne note, Ken Pereira, et puis merci énormément d'avoir été avec nous. Et on va reprendre ça. C'est pas la dernière fois qu'on se parle. N'importe quand. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci. Bye, Steve. Salut bien. Merci, Ken Pereira. Fort intéressant. Une entrevue fort intéressante de Steve Fortin. Oui, et j'espère là, je vais faire affaire avec, je vais faire appel à nos collaborateurs parce que tu sais les gens qui nous écoutent, je veux qu'on se comprenne bien, là, on est tous bénévoles à faire ça, puis on met un petit peu de notre temps là-dedans, puis de l'énergie, puis moi je veux lever mon chapeau notamment à Adam, là, tu sais qui prend les entrevues après, il met ça là sur YouTube, on est capable des envoyer tout ça, puis je lance tout de suite un appel. Cette entrevue là est très importante, puis après notre segment, j'ose espérer que rapidement ça pourra se retrouver, qu'on pourra partager ça sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent entendre ça. Et tu sais, moi je veux féliciter là, Ken Pereira a été très bon avec nous là de son temps et en même temps aussi de toutes ces remarques parce que c'est important. Ce sont là des gens
qui ont connu, qui ont du vécu, qui ont vu ça fonctionner. Tu sais, on l'avait vu avec Lino Zambito du point de vue de son implication dans le financement du Parti libéral, mais aussi comme personne, tu sais, qui avait vu comment ça fonctionnait. Ken Pereira, c'est du point de vue des syndicats avec la FTQ, son combat dans cette grosse machine-là, ses rencontres politiques. Il vient d'en parler avec David Wessel, avec Sam Hamad. Je veux dire, ça, c'est de l'or en barre. Puis cette information-là, à un moment donné, elle sera colligée. Puis c'est très, très important. Et j'invite la population, donc, à apporter une attention là, à ce qui va se passer. Donc, on appelle ça c'est l'étude des crédits en sécurité. Puis pour l'information, là, ça va être, on me dit ici, donc c'est après les affaires courantes jusqu'à 13h et de 15h à 18h. Donc ça va être dans l'après-midi, puis même peut-être un peu jusqu'en soirée. Là, on peut regarder l'horaire sur le site de l'Assemblée nationale, mais ça, c'est le jeudi, le 4 mai. Et puis, c'est l'étude des crédits en sécurité publique. Et puis, à cette occasion-là, le directeur de la Sûreté du Québec, puis celui de l'UPAC seront là. Et moi, je vais tout faire, en tout cas, pour être capable d'être là, puis d'être là en personne, parce que c'est absolument important. C'est rare que ça arrive, et puis faudra qu'on soit là pour commenter ça et tout ça. Là, rappelle-nous la date, Steve. C'est vraiment important. Rappelle-nous la date. Oui, vas-y. Rappelle-nous la date exacte. C'est le 4 mai. C'est le jeudi, le 4 mai. Et ça, c'est important, oui, effectivement. Et parce que là, on va arriver avec c'est des études des crédits. Ça veut dire, on va parler des montants là, qui vont être attribués. J'imagine qu'on va parler de chiffres. Ben oui, mais en même temps aussi, je veux dire, c'est le moment où, par exemple, parce que il n'y a pas beaucoup de formes d'imputabilité dans notre système parlementaire, je trouve. Tu sais, si on avait la moitié d'une possibilité d'impeachment, tu sais, qui était possible là, où il était possible d'en arriver par association non partisane, parce que tu sais, on parle des lignes de parti et tout ça là, mais si on disait aux gens, bon, ben, est-ce ce qui est en train de se passer avec la politisation présumée de notre système de justice, avec tout ce qu'on voit là, je veux dire, moi, je m'associerais avec des caquistes, des libéraux déçus, avec tout le monde, tous les citoyens du Québec. Ça dépasse, si on veut, l'inclinaison politique. Ce qui est en train de se passer là, présentement, ça existe notamment, c'est rendu possible notamment par le fait que il n'y a pas de mesure d'imputabilité. Il y en a presque, tu gagnes les élections avec l'appui de 27% de la population habilitée à voter, soit 40 pas tout à fait 40 ou 40% de ceux qui sont allés voter. Mais au bout de la ligne, là, tu représentes pas la majorité de la population, mais tu as 100% des pouvoirs, puis tu n'as aucune mesure d'imputabilité pour te tenir à carreau si jamais tu décidais de justement là, de faire ce qu'ils sont en train de faire présentement. Pire, je veux dire, ils sont en train de tout mettre en œuvre pour essayer de garder le couvercle à la marmite pour s'assurer d'être élus en 2018, mais ça n'a aucun sens. Et c'est dans cette optique-là que je trouve que l'initiative de Zambito et de Pereira d'aller rencontrer les citoyens avec la Ligue d'action civique, c'est super important. Puis moi, je serais prêt à m'associer à des mesures, ou en tout cas à des initiatives justement non partisanes comme ça, où on mobilise la population pour défendre l'indépendance de notre système de justice, et en même temps aussi demander que ceux qui ont commis des actes répréhensibles à un moment donné fassent face à la justice. Parce que je le répète, le jour où tout ça a éclaté en politique municipale et que les acteurs politiques ont été placés devant, je veux dire, leurs actes répréhensibles, les partis politiques ont éclaté. Ça a été le cas à Montréal, ça a été le cas à Laval. Le pro des Lavallois n'a pas survécu à ça, et le parti du Mont-Tremblay non plus. Je veux dire, à un moment donné, ça a éclaté. Et avec tout ce qu'on entend depuis tellement longtemps sur le Parti libéral du Québec, s'il y avait un mur de ciment, un mur infranchissable entre la justice et le politique, je serais curieux, moi, de savoir ce qui pourrait bien se passer, parce que c'est ce que nous disent des gens comme Lino Zambito, comme Ken Pereira, mais ils ne sont pas les seuls. C'est ce qu'ils nous disent, c'est que nous, on en a donné de la preuve, mais de la preuve solide aux enquêteurs, de la preuve politique, puis pourtant, il n'y a jamais rien qui aboutit de ce côté-là.
Donc, peut-être qu'à l'étude des crédits, c'est arrivé en 2015. Pascal Bérubé avait posé une question justement qui était qui allait justement jusqu'à demander des questions qui se rapprochaient de ça. Faut être là, faut voir comment que ça va se passer. Et moi, je vois que tous les gens dans l'opposition vont être gonflés à bloc pour essayer d'avoir le plus de réponses possible, et on verra comment que ça va se passer. En tout cas, mais le timing est quand même intéressant, puis je tenais à le souligner dans notre entrevue avec M. Pereira, parce que tout ça, ça arrive là moins de 2 semaines avant l'étude des crédits. Moi, je peux te dire une chose, on se prépare de longue haleine là, pour ça, mais tout à coup, il y a des gens qui ont dû être mobilisés pour essayer là, de voir tous les angles et toutes les questions possibles, puis la préparation des gens de l'UPAC puis de la SQ vient de changer tout d'un coup, vient de changer là, probablement radicalement là. Steve, je sais pas, je pense que Ken Pereira, vous êtes encore là? Oui, je vous écoute. OK. Les chances que cette enquête Bibeau, Charest aboutisse, parce que vous en avez parlé en début d'entrevue, est-ce que c'est un frame-up pour faire échouer l'enquête? Parce que quand on sort comme ça quand on lance qui sortait peut-être une source, de quelle source ça vient, on ne le saura probablement jamais, mais question de faire avorter une enquête. Quelles sont les chances, d'après vous, Ken Pereira et Steve Fortin, que je sais que vous ne pouvez pas être sûr à 100% qu'elle aboutisse, cette enquête-là? Le côté loi, je peux pas vous le dire c'est quoi les chances, mais on est tellement sceptique avec la loi que ça devient peut-être une option de penser de même et de dire, écoutez, ça se peut-tu qu'ils ont pitché ça? Oui, exact. Ils ont pitché ça dans les roues, là, pour voir si le système va arrêter. Et c'est ça qui fait peur. Parce que quand tu commences à plus croire dans le système, c'est l'anarchie, là, ça n'a pas de sens, là. On n'est pas une république de bananes, là. On est supposé. Moi, je veux jamais revenir à mon histoire, mais tu te sens toujours dans une île déserte. Et après, quand tu dis, hey, je vais le parler aux politiciens. Puis quand je suis allé voir les politiciens avec leurs attachés politiques pour dire, écoute, il y a de la corruption, il y a de l'intimidation. Eux autres, qu'est-ce qu'ils voulaient savoir? C'est qu'est-ce que Radio-Canada, puis TVA, puis LCN, puis toutes les autres radios avaient sur leurs collègues. Vous comprenez? C'était pas savoir, pour pas défendre le citoyen sur le coin de la rue. Eux autres, qu'est-ce qu'ils voulaient savoir? C'est, hey, t'es proche de Marie-Maud Denis, t'es proche de Paul Arcand, t'es proche de lui, t'es proche de l'autre, Kathleen Lévesque, Denis Lessard, sais-tu s'ils vont écrire un papier sur nous? Et ça fait peur. Quand je vois qu'est-ce qui se passe à ce moment, je me dis, écoutez, ça se peut-tu qu'on essaie d'aborder le dossier par une tu sais, on les entend dire des mots-clés, puis dire, on peut pas, ça c'est pas bon pour le système qu'un sonneur, ils disent pas que c'est un sonneur d'alerte, là, mais ils disent la personne, la fuite, tu sais, c'est toujours, avant, en plus, c'est bien important aussi, qu'un sonneur d'alerte aujourd'hui, c'est un nom pas si pire que ça, mais il n'y a pas si longtemps que ça, c'est un délateur. Ah ben oui, mais écoute, en anglais, on disait whistleblower. Puis, oui, exactement, mais en français, il n'avait pas le terme. En français, qu'est-ce que c'est dommage, c'est que quand tu es nommé délateur, juste ce mot-là fait en sorte que ça ne tente pas de dénoncer à rien. Ah non. Hey, je vous ramène à l'histoire de la chouette de Daniel Leblanc du Globe and Mail quand on parlait de ce qui se passait dans le scandale des commandites, et puis on était littéralement dans le deep throat là, tu sais là, dans cette image-là, et pourtant, je veux dire, cette personne-là, parce qu'on n'a jamais su si c'était un homme ou une femme, mais je veux dire, ma chouette ou le sonneur d'alarme, dans ce cas-ci, ça a donné lieu à une des commissions d'enquête les plus importantes, je veux dire, politiquement, en tout cas, politique là, dans l'histoire du Canada, c'était pas rien. Et c'est ça, c'est gros. Puis c'est une qui a avancé le plus. Et c'est le début. Tu sais, je veux dire, c'est un des débuts qui fait en sorte que la boule de neige, elle devient plus grosse. Et tu sais, peut-être elle a formé d'autres, qui fait en sorte que la commission Charbonneau, elle va en former peut-être un autre, que l'autre, ils disent non, c'est assez. La clôture, il faut qu'elle se casse. Il faut qu'on le casse, ce mur-là. Puis il faut passer à travers. Parce qu'on ne va jamais devenir qu'est-ce qu'on est
si on continue à cacher, tu sais. Ah non, ça c'est tout à fait. Puis j'ose espérer qu'à un moment donné, il y a peut-être quelqu'un qui aura quelque part une version du rapport du Chesneau, celui qui est caché pendant 80 ans ou 90 ans. On pense aussi, hein. Je veux dire, si on l'écoute, si on y pense sérieusement, ça a-tu du sens? Je veux dire, tu sais, la filière de John F. Kennedy a été mise à l'engort, je pense, pour 25 ans. Oui. Ça, c'est la FBI, je pense que c'est ça, ils le mettent dans un vault, ils peuvent 25 ans. Là, on parle de Chesneau qui est 90 ans. On est où? C'est une joke! C'est une joke! On veut vraiment protéger des gens de leur vie d'homme et puis de leur... Et leurs frères et leurs filles et leurs enfants. Parce que c'est 90 ans, là. C'est la deuxième génération qui veulent même protéger. Ah, ça dépasse l'entendement. Oui, tout à fait. En tout cas, ça a été, je vais vous laisser aller. Ça a été fort intéressant. C'est intéressant. Ça à la ligne, puis je vous écoute. Vous avez bien fait, M. Pereira, absolument. Et puis, encore une fois, merci Ken Pereira. Ça a été fort intéressant et soyez certains qu'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il relie cette entrevue en compagnie de Steve Fortin et Ken Pereira parce qu'il y a des révélations là-dedans. Il y a beaucoup de noms que vous avez dit, Ken Pereira, puis c'est tout vérifiable, tout ça. Là. Oui, il y a une dernière affaire, on parle de bon nom, juste pour montrer un peu comment Cliff, c'est une petite exclusivité, mais je pense que je n'ai déjà écrit, mais je ne l'ai jamais dit, puis je ne vais pas dire le nom. Mais à un moment donné, je suis assez proche avec M. Tony Accurso. J'ai 2 minutes, hein? 2 minutes? Oui, vas-y, prends le temps. Je suis assez proche avec Tony Accurso, comme je l'ai dit à la commission, puis je vais le voir le matin, puis le soir, puis c'est drôle, comme, tu sais, il me dit, hey, Ken, hey, Kid, il m'appelle Kid, hey, Kid, could you come and meet me? Tu peux-tu venir me voir rejoindre, puis on allait au Hilton à Laval en dessous, ou à une autre place, on se rencontrait, puis il me parlait, puis c'est encore la même affaire, il voulait savoir qu'est-ce que les médias étaient sur d'affaires, puis moi, je voulais savoir s'ils pouvaient m'appuyer pour essayer de mettre l'influence à la FTQ pour dire, écoute, ça n'a aucun bon sens. Bon, mais en retour, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, écoute, Ken, ton esti de Gravel, en parlant d'Alain Gravel, tu sais, il est fini, il est plus là. Puis son show qu'il a fait avec le Fonds de solidarité, on le sait que c'est toute la merde. Moi, je dis, regarde, Tony, moi, je sais pas. J'ai écouté ça avec un ministre, et il a écouté ça. Ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est tout à fait vrai, là. Absolument. Puis, c'est vérifié par les policiers la commission, mais ils n'ont jamais voulu que je le dise à haute voix. Que vous avez écouté ça avec un ministre? Non, pas moi. Que Tony Accurso, il a écouté un épisode d'enquête avec un ministre puis un journaliste. Wow. Puis les deux ont écouté ça, puis les deux ont dit, ah oui, c'est tout à fait pas vrai. C'est-à-dire, là, on avait un entrepreneur en chef, un des plus gros entrepreneurs qui écoutait, pendant qu'il est peut-être sous accusation ou sous écoute, qui écoutait ça avec un ministre qui était à l'époque en place et un journaliste qui est aujourd'hui encore en place. Ils écoutaient un épisode d'enquête ensemble. Et ça, je l'ai dit à main, j'ai fait un affidavit, je l'ai signé et tout ça. Et on n'a jamais voulu que je nomme le ministre. Il voulait que je nomme le journaliste. Mais j'ai dit, moi, si je nomme le journaliste, je vais nommer le ministre. Un ne va pas sans l'autre, là, parce que c'est les trois. Est-ce que vous pouvez dire si ce ministre-là est encore en politique aujourd'hui? Je ne vais pas m'avancer là-dessus, monsieur. Okay. Je vous le dis tout de suite. Mais je peux vous dire, c'est la vérité totale, qu'est-ce que je vous dis. Okay? Ah, ben, j'en doute pas, mais là, maintenant... Mais je l'ai dit à une autre place, puis je ne m'ai jamais fait actionner. Vous comprenez? Et ça, c'est la vérité. Et ça démontre juste l'approchement de ce qui se passe entre la classe politique et des entrepreneurs. C'est-à-dire, imaginez, vous allez me dire que la politique et la police n'est pas proche. Excusez, là, je n'ai mis trop, là, peut-être, là, ben c'est la vérité, puis je pensais que c'était un petit point que... Si on va pas, des fois, un petit peu en dehors des sentiers battus, puis comme vous le dites, n'oubliez pas une chose, Amir Kadir a mis au défi Jean Charest en dehors de l'enceinte de l'Assemblée nationale, il n'était pas protégé par son immunité, puis il a dit, écoutez, si c'est pas vrai ce que je dis, poursuivez-moi. Lino Zambito a dit la même affaire à Lafrenière. Si c'est pas vrai ce que je dis par rapport à vos liens avec le cabinet, avec M. Dufresne du cabinet Couillard, poursuivez-moi.
Puis à un moment donné, on peut se demander aussi si la couronne n'a pas décidé de contester l'arrêt Jordan dans le cas de Luigi Coretti, parce que Luigi Coretti voulait justement dans son procès, il voulait amener en boîte, faire témoigner Jean Charest puis Jacques Dupuis. Jean Charest et d'autres. Oui. Ben voilà, ça va mettre terme à cette entrevue-là. On va mettre ça sur les réseaux sociaux avant longtemps. Et je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps. Merci encore. Bonne soirée. Merci. Bye. Merci, Ken Pereira. C'était super gentil de nous donner tout ce temps-là, parce qu'on avait prévu 15-20 minutes, hein, n'est-ce pas, Steve? Oui. Et puis, hey, ça valait la peine. C'est le meilleur show qu'on a fait depuis très longtemps. C'est parfait pour moi. Puis moi, je vais aussi vous laisser là-dessus. On va se reparler de ce dossier-là. De toute façon, François, toi et moi, je vais mettre la table pour l'étude des crédits la semaine prochaine. Donc, dans notre émission de la semaine prochaine, j'invite les gens. Je vais donc prendre un peu de temps pour expliquer un peu ce à quoi je m'attends là, ce que j'aimerais en tout cas voir qui se passe là, pour l'étude des crédits du 4 mai. Et attendez-vous de voir Ken Pereira à Québec le 4 mai, peut-être en compagnie de Lino Zambito et la Ligue d'Action Civique. Bravo d'avoir formé ce groupe pour parler aux citoyens, aux gens du Québec, parce que on a besoin d'être informés. Ken Pereira, puis Steve Fortin est là pour le faire. N'oubliez pas d'aller voir son blog stevefortin.québec et aussi sur le Huffington Post. Et Ken Pereira, dites-vous une chose, les micros, le studio de radioinfocité.com est toujours ouvert pour vous. Vous êtes comme chez vous ici. Et puis Steve Fortin est avec nous à chaque mardi soir, 21h. Et il épluche tout ça. Puis peut-être, souhaitons-le qu'un jour, il y a des gens qui payent pour tout ça, parce que en bout de ligne, c'est toujours de nos poches, hein, notre argent, l'argent de nos poches, puis il y a la corruption, etc. Ça fait que on a besoin de vos informations, les gars. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Salut à vous deux. Ken Pereira, Steve Fortin, excellente entrevue, à mon avis, de Steve Fortin avec Ken Pereira. Ça a été palpitant tout au long de cette entrevue. Je l'ai laissé aller, notre cher Steve, parce qu'il connaît pas mal du bout de ses doigts. Et sachez une chose, Ken Pereira ne pouvait pas nous dire si le ministre... écoutez, tu as toute une information quand même qu'on vient d'avoir, là. Tony Accurso, qui jasait, qui allait rencontrer régulièrement Ken Pereira. Donc, il pouvait pas nous dire si il avait écouté l'émission Enquête en compagnie d'un ministre, s'il était encore ou elle était encore ministre actuellement. Chose certaine, c'est que il y a des choses que Ken Pereira ne peut dire, il y a des choses aussi que Steve Fortin garde pour lui, parce qu'il est bourré d'informations, ce cher Steve. Et je peux vous dire une chose, quand il nous divulgue ces informations, Steve Fortin, mais sachez que c'est vérifié. Et il n'essaie surtout pas d'épater la galerie, Steve Fortin, parce que ce qu'il dit est vérifié et contre-vérifié. Merci encore une fois, Steve Fortin, Ken Pereira, ça a été fort intéressant. Et nous, on va faire une courte pause musicale, parce que faut aller se ravitailler. Je commence à avoir soif, j'ai pas d'eau, je m'excuse, normalement j'ai de l'eau avec moi, mais je vais aller me ravitailler en eau, et je vous reviens tout de suite après la pause musicale qui suit. Et José Rivard va être avec nous de l'autre côté de cette pause. Et à tout de suite. Bonjour, ici Véronique Labbé. Je vous invite à écouter mon émission En route vers l'Ouest sur Radio Infocité. Tous les samedis 21h et les dimanches 14h30, c'est un rendez-vous. Route vers l'Ouest sur les chemins du Québec, au son de la musique country. Soyez à l'écoute sur radioinfocité.com. La joie nous autres, parce qu'on avait tout entendu. Depuis qu'elle en a autant, attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis malade. Le plaisir de l'un, c'est pas l'autre quand c'est le coup.